Donc je vais enchaîner ce que Saïd vient de vous présenter parce que fait partie de cette partie, c'est une partie du projet, et je vais me concentrer sur comment on a traité l'objectif 1 du projet. Donc je vais vous présenter notre approche méthodologique, les résultats, comment on a traité ces résultats et quels sont les outils qu'on a utilisés. Voilà, la question d'une recherche, je vais traiter dans cette communication, c'est comment identifier, on cherche à identifier les compétences de la formation enseignante à développer chez les futurs enseignants. Comment on va faire, comment on a procédé pour arriver à identifier ces compétences. Voilà, c'est ça le but de ce projet. Donc, ce travail adopte une approche qualitative et a utilisé plusieurs instruments et outils d'enquête. Donc, on s'est basé sur l'analyse documentaire des dispositifs de formation et des rapports. Et ensuite, on s'est basé aussi sur une cueillette de données qu'on a traitée pour combiner ces deux outils, ces éléments-là, pour chercher à identifier les compétences à développer chez les futurs enseignants. Donc, voilà les 5 points à traiter, le cadre conceptuel, le plan de constitution d'analyse, les résultats et conclusions. Donc, l'état des lieux, c'est que la formation des enseignants s'étale sur 3 espaces de formation. L'espace université, dans laquelle ils font une licence, soit une licence en éducation, soit une licence fondamentale, suivie d'un concours, s'ils ont réussi le concours de national et au CRF, et s'ils réussissent le CRF, et ils sont affectés dans un établissement en tant qu'enseignants stagiaires. Donc voilà ici les 3 espaces de formation. Chaque espace de formation cible certaines compétences. Donc on cherche à identifier les compétences ciblées parce que qu'est-ce qu'on forme? On forme un professionnel qui est un enseignant. Et cet enseignant, il a un profil. Donc on doit identifier ce profil, ce référentiel de compétences qui constitue le profil de l'enseignant. Est-ce que dans les 3 espaces, on couvre ce profil? Ou bien il y a un chevauchement? C'est ça. Est-ce qu'il y a une certaine cohérence, un certain alignement entre ces 3 espaces concernant un profil particulier? Est-ce qu'ils partagent le même profil? Donc c'est ça la question. Donc, en analysant les documents, par exemple, si je prends le CNPL, le descriptif des filières licence, par exemple, destinées à l'éducation et qui sont destinées, cette licence est destinée à l'enseignement, on trouve que dans l'université, ils développent 5 compétences, 5 objectifs qu'on peut caractériser par, ne sont pas désignés explicitement comme étant compétences, ils sont désignés comme étant objectifs. Parce que peut-être l'ingénierie de formation qui cadre le descriptif n'est pas une ingénierie d'approche par compétence. Peut-être c'est une entrée par contenu ou par objectif. Donc c'est une question à traiter. Est-ce qu'on adopte une ingénierie de formation fondée sur une approche par compétence ou une ingénierie de formation fondée sur par entrée par contenu ou par objectif? C'est ce qu'on va dévoiler suite au résultat de notre projet. Donc les compétences académiques, on peut les appeler comme ça. On a 5 compétences en licence, on a 4 compétences professionnelles dans les CRF et l'espace 2 et 3 parce que c'est le même dispositif de formation. Voilà, on a une idée déjà des compétences ciblées par le dispositif de formation d'une manière institutionnelle, d'une manière officielle. C'est-à-dire les compétences visées ou bien attendues. Ça reste la mise en place, le dispositif, l'exécution de ce dispositif. Est-ce que vraiment on cible ces compétences, on développe autre chose? Ça aussi c'est une question. Donc le cadre conceptuel, on s'est basé pour cet objectif, au moins dans le cadre conceptuel global du projet, sur deux composantes. La notion de compétence, on doit la préciser parce que c'est l'objet de notre étude. Quand on dit compétence, quand quelqu'un va nous déclarer quelque chose, est-ce que s'agit-il d'une compétence? Comment distinguer dans ces traitements ou dans ces résultats les compétences et des choses qui ne sont pas de l'ordre de compétences? Donc on doit préciser le terme compétence pour l'utiliser comme un outil de traitement de données qu'on va recueillir après. Donc voilà les 5 critères ou composantes qui caractérisent une notion de compétence.
Donc il est limité à un domaine et à un objet trouvant, elle renvoie à un champ d'activité, elle s'accomplit dans l'action, elle est liée au fait de réaliser une tâche, elle ne réside pas dans les ressources à mobiliser, mais dans la mobilisation. Il y a aussi, parce que, donc, le noir indique que la plupart des formulations mettent en avant un verbe précisant l'action de l'enseignant que l'enseignant doit être en mesure d'accomplir. Généralement, quand on veut formuler un item pour décrire une compétence, généralement, dans cette formulation, il y a un verbe d'action qui caractérise au moins le type d'action à exécuter ou bien à faire. Donc, la notion de compétence, puisqu'on forme un professionnel, donc un profil, il nous faut un référentiel. C'est quoi un référentiel de compétences? Ici, je me suis référé au document publié par le ministère de l'Éducation nationale en 2023, qui caractérise un peu certains éléments de référentiel de compétences. Et ce qu'on retient souvent de ça, c'est que la dernière phrase, le référentiel de compétences ne doit pas se réduire à un simple inventaire de compétences pour servir à alimenter le discours pédagogique. Il doit guider et soutenir la forme opérationnelle de la formation et sa mise en œuvre. Généralement, on a de bons dispositifs de formation, de bons dispositifs de description. Tout est bien décrit. Mais peut-être ça reste là. Est-ce qu'au niveau de l'exécution, on le fait d'une certaine manière parce qu'on va transposer ce qui est écrit dans le descriptif comme étant action de formation pour développer les compétences ciblées. Ou bien ça reste, on parle généralement, tout le monde parle de compétences. Est-ce que vraiment, dans nos pratiques pédagogiques, on utilise ou on pratique des pédagogies adaptées au développement de compétences? Donc, pour répondre à notre question d'une manière opérationnelle et aller chercher l'information auprès des formateurs d'enseignants, donc on a traduit notre question de recherche à deux questions. On va demander aux différents acteurs de formation dans ces différents espaces de formation la question suivante. Selon vous, quelles compétences doit posséder un enseignant pour exercer son métier? Et ensuite, on va lui demander d'ordonner ses propositions de la plus importante à la moins importante. Donc, on a administré ces deux questions aux différents partenaires, par exemple aux enseignants à l'université. On a choisi l'ENS de Marrakech comme échantillon, et aux enseignants, aux formateurs dans les CNF et aux inspecteurs. Et on a diversifié les outils de cueillette. Par exemple, à l'ENS, on a utilisé un questionnaire. Donc, chaque enseignant, on lui a envoyé le questionnaire, il va répondre à votre question, il va lister un ensemble de compétences. Ensuite, il va nous donner un ordre d'importance de la plus importante à la moins importante. Par exemple, dans les CNF, on a utilisé la technique du groupe nominal. C'est un brainstorming, donc dans lequel on gère un groupe d'une vingtaine, donc il y a toute une méthodologie à respecter pour identifier, lister un nombre de propositions et ensuite voter les plus importantes jusqu'aux moins importantes. Il y a toute une méthodologie à respecter. Donc on a utilisé ces deux outils méthodologiques pour la cueillette des données. Voilà. Donc les trois espaces qu'on a ciblés, l'université représentée par l'ENS, les CNF, de STAT, de LIS. Donc on a couvert tous les centres de formation et les inspecteurs. Donc, nous avons interrogé au total 135 acteurs dans les différents espaces de professionnalisation. Voilà. Maintenant qu'on a les données, comment on va traiter ces données? Donc on a par exemple les questionnaires des enseignants de l'ENS. Chacun va formuler à sa façon les items qu'il considère comme étant des compétences à développer. Donc comment je vais analyser?
La première, donc je me suis basé sur 3 éléments de traitement. D'abord, je dois repérer dans 6 items de proposition l'énoncé. Est-ce que c'est un énoncé de compétence ou non? Donc il nous faut des paramètres pour dire que ça je vais le retenir, ça je vais le jeter par exemple. Ou bien le transformer, le modifier selon le sens que j'ai pu saisir de cet énoncé pour dire voilà. Et ensuite, puisqu'on n'a pas un référentiel explicite comme repère auquel on peut se référer pour dire cet énoncé, il relève de cette compétence. Parce que, par exemple, un référentiel de compétence, généralement, ça ne dépasse pas une vingtaine. Par exemple, le référentiel de compétence français, c'est 19. Le canadien, je pense 13 ou 12. Et ainsi de suite. Donc, ça ne dépasse pas. Alors qu'on a recueilli, par exemple, 196 propositions. Donc, il nous faut un traitement pour les regrouper en termes de catégories, et chaque catégorie va représenter une compétence. Mais avant de les regrouper, on doit d'abord traiter ce qui est de l'ordre de compétence, ce qui est de l'ordre de quelque chose qui n'est pas de compétence. Donc, ce traitement est nécessaire avant de faire l'analyse. Donc, on s'est basé sur le repérage. Ensuite, on a adopté 3 référentiels parce qu'on n'a pas de notes, donc on doit se référer à des repères. Donc, on a choisi le référentiel québécois, le référentiel français et le référentiel nigérien parce qu'il est développé en 2020 sous la responsabilité, sous le contrôle de l'AEF. Donc on a analysé les 3 référentiels de compétences et on a vu qu'ils convergent tous, on peut toujours les regrouper, on a pu les regrouper en 12 compétences. Sauf que, parce que le référentiel de compétences, c'est une modélisation d'un profil. Donc, selon la modélisation, on peut arriver à 19. Donc, on n'a pas de modèle fixe. Donc, chacun choisit son modèle. Alors, nous, on a construit un modèle à partir des 3, mais qui se ramène à 12 compétences. C'est ça l'outil qu'on va utiliser pour traiter les données recueillies des enseignants. Ensuite, maintenant, parce qu'on va se confronter à la difficulté suivante, parce qu'on va, par exemple, un enseignant va nous proposer une vingtaine d'énoncés. Selon le référentiel adopté, on va trouver que certains énoncés font partie de la même compétence, alors qu'il les a classés par ordre d'importance. Donc l'ordre d'importance doit être aussi traité, parce que c'est plus le même. Parce que s'il a une vingtaine, alors qu'elle doit être classée sous 12, donc on doit faire un traitement. On a adopté une méthode de revoir l'ordre d'importance selon le traitement qu'on va faire. Bon. Voilà, je passe au résultat. Je vous donne par exemple les résultats, par exemple le questionnaire de l'ENS. On a eu 148 propositions et on a retenu uniquement 96 énoncés. Et dans ces 96, donc on a compétence 1 jusqu'à compétence 12, on a vu que la compétence 7 du référentiel adopté n'est pas couverte par les propositions des enseignants. Donc, comme analyse, voilà par exemple, on a 2 paramètres. Combien d'enseignants a ciblé la compétence et quel est l'ordre d'importance qu'il doit affecter. Avec ces 2 paramètres, on va distinguer un peu quelles sont les compétences qui sont plus importantes dans le référentiel. Par exemple, pour les enseignants de l'ENS, les compétences les plus ciblées et les plus importantes, c'est maîtriser les disciplines didactiques et savoir une bonne culture, concevoir et mettre en œuvre son enseignement. La même chose pour les autres. On a fait le même traitement, on a vu aussi les 2 premières compétences s'accordent avec les compétences des enseignants de l'ENS. La même chose, donc les résultats, on a fait le même traitement. Voilà. Donc, selon les conceptions des différents actes des 3 espaces de formation, la compétence pour enseigner
vient en deuxième rang. Voilà, la première, c'est la compétence qui vient en première, c'est la compétence, les compétences académiques, qui se manifeste par la maîtrise de la discipline et sa didactique. La deuxième, c'est beaucoup plus concevoir et mettre en œuvre un enseignement de la discipline, qui est planifié à voix. Et la troisième, c'est beaucoup plus, on disait souvent par les soft skills. Voilà, je vous remercie.